Pourquoi donc parler de technologie quand on est dans le champ de la stratégie d'entreprise? Alors la réponse est tout à fait évidente quand on s'intéresse à des secteurs comme le semi-conducteur, la chimie, la pharmacie, l'aéronautique. En revanche, c'est peut-être un peu moins convaincant quand on parle de l'agroalimentaire. Une firme comme Nestlé consacre moins de 2% de son chiffre d'affaires à la recherche et développement, à la R&D. Pour autant, est-ce qu'on peut négliger la technologie dans ces domaines à faible intensité technologique? Certainement pas, parce que même si les montants consacrés sont bien inférieurs à ceux qu'on peut consacrer dans le semi-conducteur, il y a ici, avec la technologie, une arme concurrentielle, un moyen de se différencier par rapport aux concurrents. Et c'est précisément pour ça que la technologie, c'est quelque chose de très important dans la stratégie d'entreprise. D'où vient le changement technologique? Alors il vient bien sûr des centres de recherche et développement. Ces centres de recherche et développement, on les trouve dans des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne, mais aussi dans des start-up. Donc ce ne sont pas seulement les grands groupes qui vont produire du changement technologique, ce sont bien sûr tout un foisonnement de petites structures qui vont, elles, bien souvent être héritées, venir de la recherche publique, donc des travaux conduits dans la recherche publique qui sont ensuite transformés par des start-up qui, sur la base d'une idée, de quelque chose de nouveau, vont apporter un peu de fraîcheur sur le marché. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces startups, peu finalement, parviennent à se développer de façon conséquente. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que ces startups, elles vont être tôt ou tard avalées par une grosse entreprise. Alors, en matière d'innovation technologique, il y a 3 cas de figure bien distincts. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. On garde le même objet technique, mais on le fait évoluer par de petites touches, de petites retouches successives. Prenez le fer à repasser, fondamentalement, ça fait des dizaines, peut-être même des centaines d'années, qu'on est sur le même concept. On est en train de chauffer une plaque métallique. Alors évidemment, au fil des années, tout ça a été amélioré. On a aujourd'hui un produit beaucoup plus sophistiqué qu'on pouvait avoir il y a 100 ans. Ça reste de l'innovation incrémentale. Alors maintenant, la deuxième catégorie, c'est l'innovation de rupture. Alors l'innovation de rupture, contrairement à l'innovation incrémentale, il y a un changement de l'objet technique. Donc on passe à autre chose. Donc on avait une photo qui était une photo sur la base argentique, on a aujourd'hui une photo qui est sur la base numérique. Alors vous voyez tout de suite le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'on change, parce qu'on change de domaine technique, on change aussi de domaine de compétences. Donc on a une véritable transformation dans l'organisation, on a des gens qui ne vont pas nécessairement être capables de passer de l'ancien domaine au nouveau domaine. Troisième catégorie, ce qu'on appelle l'innovation disruptive. Alors l'innovation disruptive, en quoi c'est différent d'une innovation de rupture? C'est qu'en fait, elle apporte une transformation dans les comportements. Elle n'est pas nécessairement d'ailleurs basée sur une rupture de l'objet technique, mais elle va modifier profondément le comportement du consommateur. L'exemple type, c'est l'aspirateur Dyson. Pas d'innovation révolutionnaire dans cet aspirateur, mais en revanche, un changement radical, puisque, tout le monde le sait, on n'utilise plus de sac papier pour cet aspirateur. Alors, vous avez dépensé des sommes considérables en recherche et développement, vous avez fait votre innovation technologique, maintenant, l'étape d'après, c'est protéger. On peut protéger l'innovation technologique par le secret, c'est un peu fragile. On peut protéger l'innovation technologique en gardant toujours une longueur d'avance, mais là aussi c'est fragile. Finalement, la seule vraie protection qui existe, c'est la protection par le brevet. Donc il y a une dimension juridique, ce n'est pas simplement une affaire technique, il y a une dimension juridique qui est très très forte, notamment si on souhaite prolonger le brevet, une chose qui se pratique assez couramment dans la pharmacie. Donc le brevet, c'est une protection pour une vingtaine d'années. Une fois que le brevet ou les brevets ont été déposés, une des questions posées, c'est est-ce qu'on doit octroyer à la concurrence un accès à ce brevet. Alors ça peut être une stratégie qui consiste à collecter des royalties de la concurrence et puis continuer de son côté à faire du développement en utilisant une partie de ces royalties, en consacrant donc de la recherche et développement à partir de ces royalties.
Dernière chose importante à prendre en considération quand on parle de l'environnement technologique, ce qu'on appelle le design dominant. Quand une industrie toute nouvelle, à caractère technologique, émerge, on a rarement une seule et unique solution technique. En fait, il va y avoir plusieurs solutions techniques et autant de firmes qui vont se battre sur le marché pour défendre leurs solutions techniques. Qu'est-ce qui va se passer? On a donc plusieurs designs. De ces designs, bien souvent, un seul va subsister. C'est celui-là qu'on va appeler le design dominant. Ça va prendre quelques années de lutte sur le marché, et il va y avoir une firme qui va émerger et qui va être porteuse de ce design dominant. Donc avoir un design dominant, c'est quelque chose au plan stratégique de fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un avant et un après design dominant. Avant, on l'a compris, il y a beaucoup de firmes, les coûts d'accès sont relativement bas, beaucoup de firmes qui se battent, beaucoup d'options qui sont développées, notamment sur la technologie de produits. Mais une fois qu'il y a ce design dominant qui a émergé, on a une réduction du nombre de firmes qui vont rentrer dans le secteur, et on a donc une firme qui prend de plus en plus de place et qui s'impose au sein de ce secteur. Donc, et cet avantage va pouvoir être maintenu pendant, là encore, plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Donc, la recherche du design dominant, ou si on préfère le standard de fait, c'est quelque chose d'assez déterminant, surtout dans des secteurs technologiques émergents.